Et mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Kyondo, c'est l'entretien, émission spéciale, cette fois littérature avec le professeur Jackie Mpungu. Il est docteur en communication et professeur en communication, mais cette fois, il se révèle littéraire avec un récit à couper le souffle. Je vous le recommande vivement. Il est très facile à lire. Une fois ouvert, il ne se referme que quand vous arrivez à la fin. Alors, c'est l'histoire de son identité, sa propre identité, mais pas seulement, puisqu'il parle de manière générale des identités, de l'identité des Métis. Ces personnes nées des parents, des colonisateurs et des mères congolaises et qui ont vécu des situations assez tristes qu'il faut découvrir dans ce livre, des clichés, des stéréotypes, et nous avons commencé à parler déjà dans la première partie avec le professeur Jackie Mpungu, la situation des Métis au sein de la communauté congolaise. Et la dernière question que je posais au professeur Jackie Mpungu, c'était justement au sujet des Métis, ni blancs ni noirs. Je lui ai demandé à quelle époque justement il a pris conscience de ce mal que vivaient beaucoup de Métis, des adultes avant lui, puisque lui, en tant que jeune garçon, déjà au collège Imara, ici à Lubumbashi où il étudiait, il s'était lié d'amitié avec beaucoup de jeunes Congolais noirs qui voulaient vivre comme eux, mais les adultes qui comprenaient déjà les différences le regardaient parfois avec un œil, on dit mais toi là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne comprends rien du tout, mais grandissant, enfin, il prend conscience de tout cela. Et donc, professeur Jackie Mpungu, bonjour. Bonjour. Alors, ce petit résumé, justement, pour revenir à la question que j'ai posée, quand est-ce que vous avez pris conscience de ce mal? Eh bien, vous avez expliqué une fois à l'université, et à l'université de Lubumbashi actuellement, mais à ce moment-là, c'était l'université du Congo, nationale du Congo, du Zaïre, oui. Campus de Lubumbashi. Campus de Lubumbashi. Alors, le jeune Jackie Mpungu va essayer un coup assez osé. Il faut élire des responsables de la mouvance, je pense, du oui, il y avait l'université. Il y avait le mouvement populaire de la Révolution, oui, qui était le mouvement, qui était le parti unique dans lequel toutes les institutions devaient se retrouver. Y compris l'université. Y compris l'université avec sa jeunesse. Et donc là, ça devenait JMPR, la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. Voilà. Et à l'université, on devait élire un président de la section, un président sectionnaire de l'université. Et c'est comme cela que je suis entré dans le jeu politique, parce que c'était effectivement de la politique à l'université. Il fallait élire avec le modèle copié sur nos aînés pour des postes de politique à pourvoir. Il fallait donc que je trouve dans quelle tribu j'étais, parce que tout était tribalisé. On découvre à l'université des choses que nous n'avions pas connues à l'école primaire et secondaire. À l'école primaire et secondaire, on ne se posait pas de questions. Mais à l'université, tout d'un coup, il y a de nouvelles opportunités, de nouveaux contextes, des nouvelles choses qui apparaissent. Il faut trouver un président qui organise toute une administration, tout un gouvernement. Il fallait, à côté de ce président, des ministres. Et j'ai découvert que je pouvais jouer un rôle. Mais avec quelle légitimité ? Puisque la légitimité doit se fonder sur les origines. Sur les origines. Il faut dire je suis de telle province, je suis de telle tribu. Et le prouver. Et avoir des frères et des sœurs et des oncles et tout le monde qui viennent le dire. Et voilà que moi, je découvrais. D'abord, je ne savais pas à quelle tribu j'appartenais. Et je dis, tiens, je vais jouer un coup. Mon père est né où ? Je lis, mon père est né à Kisangani. Votre tour arrive, il faut prouver que vous êtes de Ouagouénia. Oui, il faut que je le prouve. Et puis j'avais choisi cette localité parce que je savais que mon père était né à Kisangani et que ma mère disait toujours qu'il fallait que je mange du poisson pour être intelligent comme les Ouagouéniens. Et donc je me suis dit, bon, je suis de cette tribu-là. Ce que
les gens de Kisangani installés ici à Lubumbashi avaient contesté violemment. D'abord, vous savez, ce qui se passait à l'intérieur du campus était très suivi à l'extérieur, parce qu'il fallait que le mouvement populaire de la Révolution rayonne, et que donc on nous surveillait de très près, et l'époque de Mobutu était une époque où tout le monde surveillait tout le monde. Donc nous étions surveillés. Et quand j'ai prétendu être des Ouagenia, la ville qui avait aussi des représentants du Haut-Zaïre à l'époque m'avait fortement contesté. Mais j'avais deux atouts. J'étais un grand acteur de théâtre, n'en déplaise. Je faisais rayonner le théâtre et donc j'étais connu. Et la famille était très connue aussi. Et les gens de Kisangani savaient que mon père était né à Kisangani. Et donc, d'une manière ou d'une autre, c'était un peu leur enfant. J'ai joué sur cette carte. Et j'avais gagné. On m'a demandé alors, bon, puisque tu fais partie de cette tribu, viens payer le tribut périodique. Bien sûr. Parce que tu as un poste grâce à la tribu. Bien sûr. Ce que j'ai fait. Mais c'était une audace qu'aujourd'hui je n'aurais plus. Mais disons que c'était bien. C'était très bien parce que là, j'ai été nommé ministre, commissaire, sectionnaire, chargé de la jeunesse, loisirs et sport. Alors, un peu une préfiguration de vos ambitions, bon, une réalisation désormais de vos ambitions politiques qui sont nées, naguère. Alors, en même temps, c'est un pas vers cette recherche de ses identités, de son identité. Oui. Alors, puis va arriver la zaïrianisation, il faut changer de nom. Jacques-Marie va changer en Jackie Pungu Mulenda. Oui, en Mpungu Mulenda Saïdi, parce qu'à l'époque, Mobutu ne voulait pas de prénom. Les prénoms européens doivent tomber. Oui, Mpungu Mulenda Saïdi. Alors vous écrivez justement sur votre livre Mpungu Mulenda Saïdi et il n'y a pas de Jackie, il n'y a pas de Jacques. Non. Alors, je pense que c'est resté. Hein? C'est resté. Et oui, alors à la zaïrianisation, enfin, vous retrouvez une nouvelle identité, un nouveau nom. Vous avez une tribu finalement. Oui. Et vous avez des gens de la tribu. Comment ça se passe à l'époque? Eh bien, et jusqu'aujourd'hui, l'affaire n'est pas réglée. Parce que lors de la zaïrianisation, on était en train de chercher comment on allait s'appeler, mais c'est le grand-père, le mari de ma grand-mère, la mère de ma mère, hein, son mari qu'il a épousé après que l'Italien soit mort, c'est ce grand-père que nous connaissons, que nous avons connu, avec lequel nous avons vécu, qui vient et qui dit, voilà, moi, je vais vous donner les noms. Figurez-vous, ma mère, la mère de ma mère, elle est de Mouancha. C'est la tribu des Basumbu, ce sont des Sanga. Mais le mari qu'il a épousé est Hemba. Alors il vient, il dit, je suis le grand-père légitime. C'est moi qui vous impose des noms. Il nous donne des noms Hemba. Mpungu Mulenda, ce sont des noms Hemba. Et vous voyez que mon identité est extrêmement complexe. Complexe, bien sûr. Est-ce que je dois m'attacher à ma grand-mère que j'ai très bien connue, avec laquelle nous avons vécu, et qui nous donne ses racines, ou est-ce que je dois m'attacher au grand-père qui vient, qui nous a aussi acceptés? Bon, finalement, je me suis dit, mais tous les deux, c'est du Katanga. Pourquoi se gratter la tête pour cela? Et pour moi, être katangais suffisait.
Et puis, puisque après tout, la zaïrianisation renforce le système que Mobutu va établir, il va renforcer l'unité nationale, le sentiment national, et puis vous vous sentez davantage congolais, il se pose de moins en moins de soucis, et puis va venir enfin la période où Mobutu s'affaiblit, où les pressions deviennent très fortes, on n'en voit plus de gouverneurs dans les provinces étrangères, et les provinces veulent être gouvernées par des originaires, et c'est le retour encore aux luttes ethniques, aux luttes tribales, et du coup, vous vous retrouvez encore dans ce que vous espériez désormais derrière vous, ou naguère derrière vous. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'avec Mobutu, être Katangais suffisait. Ça suffisait, on était chabiens. Et personne ne demandait plus. Votre région d'origine, Chaba. Bien, on était chabiens. Mais lorsque Mobutu va partir, et que c'est l'apocalypse, parce que au niveau des peuples, les peuples veulent récupérer, c'est comme s'ils avaient été étouffés, c'est comme si on leur avait empêché de vivre. Et c'était incroyable, dans les bureaux de la Gécamine, j'étais Gécaminard à cette époque, dans les bureaux, chaque bureau avait sa langue. On reconnaissait, les gens se reconnaissaient par la langue qu'ils parlaient. C'était devenu un capharnaüm terrible. Et moi j'ai tout perdu là-dedans, parce qu'aucune langue, à part le swahili, mais aucune langue n'était maîtrisée. Aucune langue en dehors du swahili n'était maîtrisée. Et les soupçons sont revenus. Tout a rejailli. La méfiance, le rejet, tout a rejailli. On disait, bon, tu nous dis quoi? Oui, Katangais, c'est vrai, mais va nous dire un peu, si tu es un vrai, dis-nous un peu, parle-nous dans la langue locale, très locale. De ton village. De ton village. C'est là que, comme beaucoup de mulâtres, qui ont été éduqués à ne pas apprendre les langues tout à fait. Locales. Oui. C'est la différence que je fais avec les métis. Et les mulâtres, je fais partie de cette dernière génération de mulâtres. Et voilà. Et justement, en parlant de cette nouvelle génération des métis, que vous trouvez beaucoup plus épanouis, qui n'ont pas cette charge émotionnelle, qui n'ont pas vécu toutes ces histoires que vous expliquez avec une belle élégance de langue. Mais enfin, on arrive quand même à des situations où il faut maintenant travailler. Mobutu est parti, bien le déluge qu'il avait promis ou annoncé, prophétisé arrive, on commence à se manifester. Et puis un jour, Jacques Mpungu va s'essayer aux élections. Jacques Mpungu, dans encore l'administration publique, cette fois gestionnaire d'institutions supérieures d'enseignement, Jacques Mpungu ici et là, et va refaire face encore à des mêmes situations. Il faut prouver qui on est, d'où on vient. Et ces histoires, ça crée toujours le choc qu'on croyait aussi passer. La nationalité ne suffisant pas. Alors, ce retour du tribalisme, comment vous le vivez? Très mal. Très mal. D'abord, je l'ai très mal vécu pendant les élections de 2006. Là où j'ai postulé, moi aussi, je voulais être député provincial. Et là, on m'a fait savoir. D'abord, j'avais créé tout un arsenal de soutien. Il y avait des amis qui me soutenaient. Et j'avais postulé. Et tant que c'était dans les médias, je ne me rendais pas compte de la difficulté. Mais une fois que je devais me trouver en face des éventuels électeurs, soit en conférence, soit en les ayant appelés dans un endroit où on pourrait discuter un peu ensemble, et chaque fois ça a été un échec, parce qu'on m'a fait comprendre que je n'étais pas du terroir, parce que je ne parlais pas le Tibemba. On disait, mais parle-nous au moins au Tibemba. Et je ne pouvais pas.
Et on me dit, non, non, Swahili a tout à peine, Swahili Nbiako. C'est Mamou Kibemba. Et c'est là que des repères retrouvés quand on va regarder l'autre partie que j'ai beaucoup aimé, les intégrés, où vous trouvez qu'il y a quand même des métis qui ont réussi leur intégration. Tout à fait. Et qui ont été suffisamment bien acceptés par les communautés tribales. Tout à fait. Puisqu'ils parlent en plus la langue du terroir et sont au contact avec des gens. C'est bien des histoires qu'on semble connaître quand on lit le récit. Mais avant qu'on en arrive là, ces métis qui ont réussi leur intégration, selon vous, c'est quoi leur secret? En fait, ce n'est pas un secret, c'est leur histoire. Ils sont nés après l'indépendance. Les comportements de leurs parents n'ont pas été les mêmes que les comportements des parents des premiers. Les comportements de leurs parents étaient tout à fait différents et ils étaient acceptés. Ils n'étaient pas pris en otage dans des internats. Ils vivaient avec leurs parents et les familles africaines les prenaient à 100%. Et là donc, non seulement ils étaient intégrés, mais ils étaient assimilés. Et donc, leur assimilation à la culture, à la langue, était parfaite. Eux avaient, plus que nous, des racines qui les tenaient. Et plus que nous, ils pouvaient être mieux intégrés parce que ils avaient, durant leur enfance, vécu et avaient des contextes différents des nôtres. Le contexte qui change justement. Tout à fait. Alors ici, je vais faire une citation. Ils avaient lâché le mot métis qui désigne un sang mêlé dont le père et la mère sont de couleurs différentes, nés après l'indépendance de 1960 dans le contexte du pays. D'après l'indépendance, en effet, les enfants métis reconnus ou non par leurs parents blancs étaient généralement bien accueillis et pris en charge par leurs familles africaines, dans lesquelles ils grandissaient, assimilant éducation et langue locale. Contrairement à leurs aînés mulâtres, ils n'étaient pas soumis aux contraintes des évolués, des orphelinats ou encore à l'obligation de regroupement matrimonial. Ils vivaient libres, certains bénéficiaires des richesses léguées par leurs pères portugais, grecs, juifs, italiens, qui avaient exercé un commerce juteux avant de s'en aller. D'autres de pères belges ou hollandais moins fortunés se construisaient une vie à partir de peu de choses avec plus ou moins de réussite. Je vais m'arrêter là-bas. Alors, dans cette explication, plus tard, on va arriver à certains exemples que vous donnez des métis qui ont réussi justement leur intégration, qui ont leur repères très enracinés au niveau local. Et vous expliquez, certains sont politiciens acceptés et aimés, même avec certains excès. D'autres sont politiciens très admirés avec des ambitions beaucoup plus grandes. Et puis, ils sont fréquentés parce qu'en plus très riches et qui ont accepté de rester au Congo, des vrais fils du coin, et refusant d'aller en Europe malgré leurs moyens, où ils pouvaient d'ailleurs en mettre plein la vue aux colons ou aux enfants des anciens colonisés. Bien, à la fin, cette histoire, qu'est-ce qu'elle peut finalement elle vous donne à considérer finalement comme leçon de vie, vous qui avez vu passer toutes ces situations, métis, non métis, métis acceptés ou métis du tout regardés un peu avec réserve ou je ne sais pas, indifférence. Une société congolaise difficile à se réconcilier ou à prendre en compte ces différences? Alors, je pense que finalement, et je pense que c'est là d'où vient l'apaisement, c'est de ne pas regarder, finalement d'abandonner cette impression, cette sensation d'être rejeté. Je pense qu'en faisant notre travail, je pense qu'en le faisant honnêtement et en étant utile à la société, tous ces sentiments de rejet tombent. Et c'est mon expérience. J'ai choisi un métier. Ce métier est celui d'enseignant.
Je le fais comme mon cœur me demande de le faire. Je crois que je le fais honnêtement. Je crois que je le fais avec amour, l'amour du prochain. Je crois que je le fais pour l'élévation des autres. Et quand je le fais et que je sens que je le fais bien, je me sens aimé. Vos portes sont toujours ouvertes aux jeunes, vous les accueillez, quand bien même un prof vous aurait prévenu en vous disant attention, vous leur donnez un doigt, ils vous prennent tout le bras. Tout à fait. Mais j'ai pris cette stratégie pour dire, bon, mais il y a quand même de l'humanité. Et cette humanité doit être traduite. Cette humanité doit être exprimée. En retour, il y aura de l'humanité. Et c'est ce que je ressens. Effectivement, on ne reçoit pas tout le temps les réponses que l'on souhaite obtenir. Mais en gros, les réponses que nous souhaitons obtenir, il y en a. Il y en a, même si elles viennent à compte-gouttes, mais il y en a. Et je vous assure que cela rend heureux et nous donne l'espoir. Donne l'espoir d'un vivre ensemble, d'un vivre encore ensemble, d'un vivre toujours ensemble. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'être inquiet de voir vos enfants vivre la même situation? Ils sont plutôt bien intégrés. Ah, mais je pense que les miens sont beaucoup plus intégrés que moi-même. D'abord parce que je ne me suis pas, sur le plan physique, je ne me suis pas enfermé dans le carcan des mulâtres. Je crois que j'ai été plus libre, j'ai préféré m'amener là où mes sensations m'emportaient, et mes enfants sont de loin plus intégrés, et je ne pense pas que les problèmes que moi j'ai eus seront les leurs. Il y a une dynamique sociale qui se fait, et je pense qu'ils sont beaucoup plus intégrés, beaucoup plus assimilés, beaucoup plus heureux. Mais de toute façon, plus heureux, ça veut dire c'est relatif, parce qu'aujourd'hui, je me sens tout à fait heureux, parce que je pense que j'ai exercé mon métier comme j'aurais voulu le faire, et je l'ai fait, et en retour, j'ai eu quand même un sacré retour de dignité et d'amitié. Alors, surtout qu'à l'époque, le sort des métiers était presque comme scellé. On racontait, et ça se raconte encore, que c'était d'excellents mécaniciens, ils étaient voués à ça, et vous avez fait de longues études, et pratiquement toute votre famille, d'après ce que dit le récit, et il y a d'autres que vous avez cités, qui ont plutôt suivi un autre chemin que celui qu'on semblait tracer au départ. Tout à fait, parce qu'au départ, bon, les mécaniciens, c'était plutôt les mulâtres, hein, parce que ceux qui n'avaient pas été reconnus par leur père, ceux qu'on soupçonnait d'être des enfants de 1000 pères, mais aussi des révérends, pasteurs ou prêtres, parce que cela se disait, et tous ceux dont on ne voyait pas le père, hein, et qu'il fallait socialiser, eh bien, on les mettait dans des écoles professionnelles, et de préférence dans des écoles professionnelles d'où ils tireraient profit assez vite. Ça veut dire... Il fallait qu'ils apprennent un métier. Oui, il fallait qu'ils apprennent un métier, et la mécanique était un peu un métier de prédilection, parce que c'est l'époque. Après tout, à l'époque, être mécanicien ou chauffeur, c'était pas rien. Oui, c'était toucher aux voitures. Bien sûr. Et la voiture était un signe de richesse, bien sûr, un signe d'honorabilité. Et pour un évoluer, avoir un vélo, c'était déjà beaucoup. Oui. Et alors toucher à un véhicule, c'était encore mieux. C'était mieux. Alors, rapidement, dans moins d'une minute, cette question que je vais vous poser encore. Bien, maintenant, quand on regarde la société congolaise aujourd'hui, quand vous regardez maintenant les Noirs, différemment des Métis, encore se battre sur des questions ethnique, vous qui avez parcouru tout ce chemin que nous venons d'expliquer dans cette émission, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous fait rire? Beaucoup de tristesse, parce que cela nous affaiblit. Cela nous affaiblit, et si nous sommes malheureux dans un pays riche comme celui-ci, c'est parce qu'il y a justement cette tare
de tribalisme qui nous tient à la peau, qui nous brûle le sang. Et c'est parce que nous sommes comme cela que nous sommes en train de passer à côté de nos richesses et d'autres viennent en profiter. Nous sommes les propriétaires d'un pays peut-être le plus riche du monde, mais voué à la mendicité internationale. Parce que nous n'avons pas l'amour de l'autre et parce que le tribalisme nous suce le sang. Et ça, c'est incroyable. Alors, pour finir, hier, indigné, aujourd'hui, apaisé. Qu'est-ce qui vous a apaisé? Bien, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu le sentiment, au lieu de continuer à me victimiser et à penser que j'étais une victime parce que mulâtre, je me suis dit, mais non, pourquoi est-ce que je choisis ce paradigme? Je peux choisir un autre, mais utile, être utile. Et quand je me rends compte que je suis effectivement utile, et que grâce à cette utilité, je suis aussi accepté, aimé et remis dans la dignité, c'est tout de même apaisant. Mais il faut avoir le courage de regarder cette fenêtre-là. Parce que beaucoup n'ont pas quitté la victimisation et sont partis ailleurs, en Europe, aux États-Unis, sont partis chercher une légitimité. Je leur souhaite qu'ils l'attrapent. Parfois, pour certains, ils vivent encore des situations pareilles. Oui. Puisqu'on les considère là-bas comme noirs. Tout à fait. Et c'est dur. Eh bien, merci beaucoup, professeur Jackie Mpungu Mulenda Saïdi, d'avoir accepté cet entretien. Et ce livre, merci de l'avoir partagé avec nous. Il est vraiment très enrichissant. Merci bien. Eh bien, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet entretien sur Kyondo. C'est à présent terminé. Merci à Don Lunda qui était derrière les caméras. Au revoir.